Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Et encore désolée de ne pouvoir être présente physiquement. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette session. Donc, je vais vous parler ici. J'espère qu'on m'entend bien, que tout passe bien. Faut-il encore faire des morphiniques en post-opératoire? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, et c'est un peu trivial si on peut dire, parce que qui actuellement ne prescrit pas un morphinique post-opératoire, du moins dans ce qu'on appelle l'analgésie de secours. Néanmoins, je pense que notre prescription des morphiniques nécessite une réflexion, même si, comme on sait bien, en Europe, nous sommes loin de prescrire autant de morphiniques et de les utiliser autant que cela se fait actuellement aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Alors, pour introduire un petit peu la discussion ici, eh bien, je vais partir d'une publication récente dans l'European Journal of Pain l'année dernière, qui collecte des données récentes également de 2017 à 2019 et qui est arrivée à la conclusion qu'en réalité, eh bien, il y avait un gros statu quo en ce qui concerne notre prise en charge de la douleur post-opératoire. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant les premières 24 heures, les auteurs ont encore trouvé 50% des patients qui ont des douleurs sévères avec une EVA supérieure à 7 sur 10, 25% des patients qui disent qu'ils ont passé plus de 50% de leur temps avec des douleurs sévères et que ces douleurs avaient un impact négatif sur leur fonction, donc sur la façon dont ils pouvaient se revalider et aussi sur leur état émotionnel et psychologique. Alors, malgré ça, eh bien, 59% des patients qui avaient des douleurs sévères ont reçu un opiacé. Et la question ici, est-ce que si on avait donné plus de morphinique, il y aurait eu moins de douleurs sévères? Et à contrario, malgré que ces patients recevaient des morphiniques, eh bien, ils avaient tout de même des douleurs sévères. Donc, ça mérite un petit peu qu'on s'interroge sur la douleur post-opératoire qui reste encore mal contrôlée. Or, si elle reste mal contrôlée, eh bien, c'est un échec du management, comme ce point de consensus dans une publication. Mais si on regarde à nouveau, on revient à la publication de l'European Journal of Pain, eh bien, il y a seulement 22% des patients qui souhaitent recevoir plus d'analgésiques. Et tout de même, 25%, un quart des patients qui disent qu'ils ont des effets secondaires sérieux avec les analgésiques qu'ils ont reçus. Dans cette publication ici, vous voyez sur la droite de la diapositive, eh bien, une publication de Pain Practice 2014. Vous voyez les patients, les scores de douleur des patients et le pourcentage de patients qui ne désirent pas recevoir plus d'opiacés pour traiter leur douleur. Et vous voyez que le cutoff, c'est une EVA de 8 sur 10. Donc, il y a des patients qui rapportent des douleurs tout de même importantes et qui ne veulent pas plus d'analgésiques. Et à nouveau, vous voyez, c'est le même chiffre, à peu près 30% des patients. Alors, ça nous pose question sur l'utilisation des opiacés que l'on base sur des scores de douleur. Je ne vais pas ici développer le sujet parce que je pense que c'est le sujet de la conférence suivante. Nos scores de douleur, des échelles unidimensionnelles subjectives et des échelles également qui sont en relation avec la gestion de la douleur basée sur l'échelle de l'OMS publiée en 1986 et qui était une échelle pour les patients cancéreux. Ici, un tableau comparatif, analgésie par opiacé, analgésie opioïde-free ou opioïde-sparing analgésia. Vous voyez les bénéfices, les risques. Ce qu'il est intéressant de noter, vous voyez, c'est une publication récente, eh bien, c'est que les soignants, on accepte les effets secondaires et le fait que les médicaments, les opiacés que l'on prescrit, interfèrent un petit peu avec la revalidation des patients. Donc, actuellement, le succès de notre analgésie post-opératoire, il se repose sur les opiacés, il se repose peut-être beaucoup trop sur les opiacés. La question, ce n'est pas de savoir si on doit les prescrire, mais peut-être de les prescrire d'une meilleure façon et à meilleur escient, donc sur de meilleures bases. Alors, la première question qu'on peut se poser, eh bien, on nous parle toujours, et la plupart d'entre nous utilisent ce qu'on appelle l'opioid sparing analgesia, et Kellett a bien démontré il y a des années qu'il fallait justement réduire les opiacés post-opératoires pour réduire les effets secondaires et améliorer, accélérer la revalidation du patient.
Si on revient à l'article publié dans l'European Journal of Pain en 2022, eh bien, vous voyez, et c'est les pays qui étaient dans cette étude, c'était des pays européens, pour la plupart. Donc, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas le Canada, il n'y avait pas les États-Unis, il n'y avait pas l'Australie non plus. Eh bien, vous voyez qu'en réalité, il y avait seulement 57% des patients qui avaient un analgésique non opiacé qui leur était prescrit en post-opératoire, et encore pire, seulement 38% des patients chez qui on trouvait 2 analgésiques non opiacés pour renforcer donc l'effet des opiacés et pour diminuer la consommation des opiacés. Pourtant, eh bien, il y a assez de publications et nous savons tous que les combinaisons d'analgésiques non opiacés, elles sont efficaces. Il y a l'étude d'Octopus, notamment par le docteur Belleuil, il y a eu des méta-analyses. Donc, nous avons des bases scientifiques pour les prescrire. Ce que nous ne savons pas, et c'est un des problèmes à mon avis, c'est qu'en effet, ces analgésiques non opiacés, eh bien, c'est comme les opiacés également d'ailleurs, ils n'ont pas le même effet chez tous les patients. Donc, ils ont un effet d'épargne morphinique qui probablement dépend des patients, dépend de la génétique des patients. Et vous voyez ici une étude récente qui explique la variabilité dans la réponse analgésique à l'ibuprofène, donc un anti-inflammatoire communément utilisé. Et cette réponse à l'ibuprofène, eh bien, en réalité, elle est associée à l'activation de la cyclooxygénase chez le patient et à la production donc, de prostaglandine suite à donc, une douleur inflammatoire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'utilisation optimale des coanalgésiques. Ça, à nouveau, probablement, c'est un problème. Nous les utilisons peut-être pas toujours à très bon escient. Et d'autant plus que si, quand on analyse la douleur post-opératoire du patient, on ne regarde que l'intensité et qu'on ne regarde pas les caractéristiques de la douleur. Si vous n'utilisez pas, par exemple, un questionnaire comme le DN4, que vous ne mettez pas en évidence une composante neuropathique dans la douleur post-opératoire, eh bien, peut-être que vous n'allez pas utiliser à bon escient un gabapentinoïde qui pourrait aider à soulager le patient. Alors, ceci est une conférence, donc un consensus international d'experts, à nouveau essentiellement européen, Moyen-Orient. Donc, il n'y avait pas à nouveau, il n'y avait pas le Canada, ni les États-Unis, ni l'Australie. C'est un processus, donc une méthode, un Delphi process, donc on questionne des experts. Ça va bientôt être publié, ça a été... L'enquête a été menée par le groupe du professeur Forget à Aberdeen, en Écosse. Je n'y ai pas participé, je dis tout de suite. Néanmoins, dans leurs conclusions, ils sont arrivés à cette déduction qu'en réalité, il faudrait plus d'éducation des soignants pour que les soignants aient plus confiance en eux et confiance dans leur façon d'administrer justement ces analgésiques non opiacés qui doivent rentrer dans l'analgésie multimodale. Donc ça, c'est également un grand point. Il faut renforcer l'éducation et la façon d'utiliser l'analgésie multimodale. Alors maintenant, venons au deuxième point, c'est l'utilisation donc des opiacés eux-mêmes pour leurs effets post-opératoires qui seraient des effets meilleurs et plus bénéfiques que si on les injecte en intraopératoire ou si on les utilise en préopératoire. Alors la première question, c'est si on donne plus d'opiacés aux patients, est-ce que vraiment on va avoir moins de douleur chez le patient? À nouveau, de quoi parle-t-on? On parle de douleur ou est-ce qu'on parle de confort aux patients? Et je pense que diriger nos réflexions vers justement un point différent de la douleur elle-même, mais plus parler de confort est certainement intéressant. Donc, c'est le sujet de la conférence suivante. Également, on parle de douleur, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt questionner le patient sur le fait qu'il puisse ou non se mobiliser, qu'il puisse justement se réhabiliter rapidement après la chirurgie? Ici, c'est une étude publiée en 2013, donc il y a quelques années d'ici, qui comparait des données post-opératoires en chirurgie orthopédique, donc des chirurgies douloureuses, entre des patients traités aux États-Unis, des patients américains et des patients européens. Vous voyez, utilisation des opiacés périopératoires
c'était essentiellement post-opératoire. 98% des Américains recevaient des opiacés et seulement 70% des patients européens recevaient des opiacés. Et néanmoins, malgré que les patients européens recevaient moins de traitements analgésiques opiacés, ils rapportaient moins de douleur, moins d'inconfort et moins d'interférence de la douleur avec leur activité et avec leur état émotionnel. Donc, donner plus d'opiacés n'est peut-être pas nécessairement ce qui est le meilleur pour le patient. Ici, une étude récente publiée dans Anesthésiologie il y a 1 an à peu près, qui regardait la mobilisation du patient. La mobilisation, c'est un élément clé de la revalidation. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé dans les protocoles de réhabilitation et revalidation rapide, accélérée après chirurgie. Il faut que le patient bouge, il faut qu'il se mobilise. Et le postulat ici des auteurs, c'était que si les patients avaient très mal, ils allaient moins bouger, donc moins d'heures de mobilisation par jour. Et si les patients recevaient beaucoup d'opiacés, ils allaient moins bouger également parce que justement, il y aurait les effets secondaires des opiacés, un peu de nausées, vomissements, des vertiges et des patients qui ne se sentiraient pas trop bien. Alors, pour leur premier postulat, eh bien, ils ont eu raison. Vous voyez ici, c'est la dia de la partie gauche de la dia. Vous avez les différents scores de douleur et vous voyez que plus le VA augmente, eh bien, moins les patients se mobilisent sur la journée. Par contre, pour le deuxième postulat, les auteurs n'ont pas pu le vérifier. Vous voyez à nouveau, ici, c'est la partie droite de la diapositive, les doses d'opiacés administrées aux patients en équivalent de morphine intraveineuse. On arrive à des doses tout de même assez importantes, mais c'est une étude ici réalisée, ce sont des données américaines, donc ce n'est pas surprenant pour nous. Eh bien, vous voyez que si on augmente les doses de morphine, le patient ne bouge pas moins, mais il ne bouge pas plus non plus. Donc, à nouveau, les morphiniques, il faut les utiliser à bon escient. Et pour ce qui est de la mobilisation, ben les morphiniques, c'est bien connu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, ce qu'il y a de meilleur. La douleur, c'est une expérience complexe, c'est quelque chose d'individuel et elle relève notamment de l'amplification de la nociception, de la transmission nociceptive au niveau du système nerveux central et également de la réaction psychologique face à cette nociception et notamment les patients qui ont une certaine, on pourrait dire, souffrance ou détresse psychologique, les patients très anxieux, ceux qui catastrophisent, eh bien pour eux, la douleur atteint des niveaux qu'il leur est difficile de contrôler. Et donc, ce sont probablement ces patients-là qui vont utiliser le plus d'opiacés en post-opératoire. Et c'est bien connu, vous voyez ici des publications qui datent d'il y a plus de 30 ans, qui disent que les opiacés, eh bien, ils agissent de façon préférentielle sur la dimension affective de la douleur avant d'agir sur la dimension spécifique de la douleur. Et donc, ce n'est pas surprenant que pour certains patients, la prise d'opiacés dans la période post-opératoire apaise, si on peut dire, la composante souffrance qu'ils ressentent face à la douleur. Par contre, pour les patients qui contrôlent cette douleur et pour qui la douleur est probablement moins stressante pour eux, eh bien, chez ces patients, peut-être bien qu'on peut se passer des opiacés. Et la deuxième question ici, c'est si on donne moins d'opiacés ou si on ne donne pas d'opiacés en post-opératoire, est-ce qu'on va avoir plus de douleur? Eh bien, probablement que pour certains patients, il n'y aura certainement pas plus de douleur. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer avec les quelques publications dont nous disposons actuellement. Ici, c'est une publication par le groupe du docteur Jan Mulier en Belgique, à Bruges, donc, qui est un grand promoteur de l'opioïde-free anesthésia et aussi analgésia post-opératoire. C'est de la chirurgie bariatrique, donc tout de même une chirurgie douloureuse. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que certains patients, environ 30-35% des patients, n'ont pas utilisé d'opiacés dans la période post-opératoire. Donc,
c'est tout à fait faisable. Et ceci nous renvoie au fait que jusqu'à présent, tout ce qui nous intéresse, c'est on regarde quel est le patient qui va consommer le plus de morphinique en post-opératoire. Et on connaît les facteurs de risque. C'est tiré d'une publication ici dans Anesthésiologie, l'anxiété, les patients qui catastrophisent, les patients qui ont des problèmes peut-être mentaux, les patients qui ont des problèmes au niveau du sommeil, les patients bien sûr qui utilisent déjà des opiacés avant leur intervention chirurgicale. Eh bien ça, nous savons que ça risque d'être de gros consommateurs d'opiacés post-opératoires. Ce qui serait peut-être intéressant, ce serait maintenant de s'intéresser à ceux qui n'utilisent pas ou presque pas d'opiacés et d'essayer de comprendre pourquoi et surtout de faire attention à ces patients-là et au fait, par exemple, et je vais montrer ça un petit peu plus tard dans les dias, qu'ils ne quittent pas la clinique avec une prescription d'opiacés pour la période post-opératoire. Donc, changer un petit peu notre centre d'intérêt et maintenant regarder qui sont les patients qui n'utilisent pas et qui utilisent très peu d'opiacés. Alors, il y a deux grosses publications dans la littérature concernant justement l'opioïde-free analgésia, donc la période post-opératoire. La première publiée, donc c'est par un groupe canadien, Fiore, publiée dans le British Journal en 2019. Vous voyez qu'ils ont regardé les études depuis 1990, comme en France, à 2019, et ils trouvent que la moitié des publications étaient publiées après 2009. Donc, l'intérêt va crescendo pour ce qui est opioid-free anesthesia et opioid-free analgésia. L'origine des publications est aussi extrêmement intéressante. 50% viennent d'Asie, 34% d'Europe, très très peu de publications des pays qui sont les plus gros consommateurs d'opiacés dans la période périopératoire et des pays qui rapportent et qui ont commencé à rapporter ce problème de la crise des opiacés. Donc peu de publications des États-Unis, du Canada et d'Australie. Qu'est-ce qu'ils ont encore observé qui est intéressant et qui mérite d'être souligné, c'est qu'ont été surtout évalués comme méthode donc permettant l'opioïde-free analgésia, eh bien, l'utilisation bien sûr de techniques locorégionales, l'utilisation des analgésiques conventionnels, c'est-à-dire les anti-inflammatoires et le paracétamol essentiellement, mais très très peu, presque pas, d'études sur les techniques alternatives non pharmacologiques. Donc, on ne retrouve presque pas d'études, par exemple, avec de la cryothérapie, avec de l'acupuncture, avec peut-être de l'hypnose ou des techniques alternatives. Ils ont également séparé donc l'utilisation de l'opioïde-free analgésia en 3 grands groupes en fonction du temps écoulé depuis la chirurgie. Donc, ils ont regardé les études publiées concernant les premières 24 heures, 50% des publications, la période intermédiaire entre au-delà des premières 24 heures jusqu'à la décharge, la sortie d'hôpital du patient, 41% des publications, et les publications permettant une opioïde-free analgésia quand le patient était de retour au domicile, et là, seulement 11% des publications, ce qui souligne bien le fait et le problème justement que beaucoup de patients quittent l'hôpital avec un morphinique pour l'analgésie au domicile, alors que peut-être ils n'utilisaient plus d'opiacés lorsqu'ils étaient à l'hôpital. Et ici, c'est une publication dans le JAMA, publication qui est souvent mentionnée, c'est la corrélation entre l'utilisation des opiacés dans les 24 heures avant la sortie de l'hôpital et les prescriptions d'opiacés pour le domicile quand le patient avait quitté l'hôpital. Eh bien, 35% des patients n'utilisaient plus d'opiacés, mais il y a tout de même 45% qui sont sortis de l'hôpital avec une prescription, avec des opiacés souvent qui sont dits faibles et que même dans mon hôpital, même moi, on prescrit souvent par exemple du tradonal, du tramadol. Or, ce sont des molécules qui sont reconnues comme étant extrêmement addictives. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la même équipe donc de Fiore au Canada a publié dans le Lancet l'année dernière
versus opioïdes-free analgésia. Et cette fois, ils ont ciblé leur revue sur les publications d'opioïdes-free lorsque les patients avaient quitté l'hôpital. Donc, à nouveau, des données sur une longue période de temps. Ce qu'ils ont noté, c'est que 64% des procédures qui permettaient une décharge de l'hôpital sans opiacés concernaient des procédures mineures et 36% des procédures chirurgicales modérées, c'est-à-dire qui causaient une douleur dite modérée. Donc, il n'y a aucune publication concernant des patients qui auraient quitté l'hôpital après une chirurgie compliquée ou une chirurgie lourde sans une prescription d'opiacés. Donc, pas d'études à ce sujet. Ce qu'ils ont également observé, c'est que les patients qui avaient de l'opioïde-free analgésia versus ceux qui avaient des opiacés post-opératoires, il n'y avait pas de différence concernant l'intensité rapportée de la douleur post-opératoire du jour 1 et dans les jours suivants jusqu'à 30 jours après l'intervention chirurgicale. Par contre, ceux qui utilisaient des opiacés, donc qui avaient une analgésie post-opératoire à domicile basée sur les opiacés, eh bien, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires décrits, notamment des vomissements, des nausées, constipation, vertige. D'autres outcomes pour les patients ont été également étudiés. Un qui a été très étudié, c'est la satisfaction du patient. Eh bien, à nouveau, il n'y avait pas de différence de satisfaction sur le fait que les gens avaient des prescriptions post-opératoires avec opiacés ou sans opiacés, donc toujours pour ces procédures dites mineures ou modérées. Et il n'y avait pas plus non plus, parce que ça c'est une des grandes craintes, notamment aux États-Unis, que les gens doivent revenir à l'hôpital ou aux urgences pour un problème de douleur mal contrôlé. Il y a d'autres outcomes qui n'ont pas été publiés, mais ici, bon, voilà deux publications. L'utilisation, la première, c'est une étude animale, donc expérimentale. L'utilisation répétée de doses de morphine en post-opératoire semble entretenir la douleur. Là, peut-être qu'il faudrait également s'interroger si on ne maintient pas et on ne prolonge pas justement les douleurs post-opératoires chez certains patients. Et une étude très récente, l'année dernière, dans Regional Anesthesia Pain Medicine, qui montrait qu'un usage à long terme, après une chirurgie pour cancer du poumon, chez des patients qui étaient opioïdes naïfs avant la chirurgie, eh bien, c'était associé avec une réduction de la survie à 2 ans. Et ça, c'est une étude rétrospective, mais qui mériterait peut-être également que l'on s'y intéresse et que l'on regarde un petit peu ces différents outcomes. Alors, très fiers, évidemment, les Américains, une publication Anesthésiologie 2023, donc de cette année, pardon, ce sont les Canadiens, qui ont regardé justement la prescription d'analgésiques non opiacés à la sortie de l'hôpital. Bien, très, très, très fiers. Ils disent qu'ils sont passés de 9% en 2013 à 28% actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de patients qui sortent non seulement avec une prescription d'opiacés, mais avec une prescription d'analgésiques non opiacés. Donc, ça montre que la réflexion change, évolue, mais il certifie bien que ça n'est pas pour ça qu'il y a plus d'analgésie sans opiacés dans la période post-opératoire. C'est plutôt une combinaison de 2 types différents de prescriptions. Donc, en conclusion, eh bien, les morphiniques post-opératoires, on voit que cette question est de plus en plus prise en considération, donc que l'intérêt va crescendo pour l'utilisation des morphiniques post-opératoires. À mon avis, les opiacés sont et doivent rester des analgésiques de secours, donc rescue analgesia. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait probablement encore optimaliser l'utilisation que nous faisons des opiacés post-opératoires. Comment? Eh bien, dissocier probablement la prescription de ces opiacés des scores de douleur classiques que nous utilisons et ne pas lier un opiacé à une EVA supérieure à 6 ou à 7 sur 10. Éduquer les patients, certainement,
Et les patients ne demandent pas mieux parce que je vous ai montré qu'au fond, les patients, quand on parle morphinique, ils restent encore tout de même très, très, très prudents. Ils ont surtout très peur des effets secondaires, nausées, vomissements, mais surtout de devenir dépendants. Et donc, il y a tout de même que 30% des patients qui souhaitent recevoir des morphiniques et recevoir plus d'analgésiques lorsqu'on les questionne. Et éduquer les soignants, ça c'est la conclusion notamment du processus Delphic, je vous ai montré. Et alors, très important aussi, c'est développer et utiliser beaucoup plus des techniques non pharmacologiques en tant que opioid sparing technique. Et ça, donc, cibler d'autres aspects douleur que purement la nociception. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Patricia. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vous vois pas, mais je crois qu'il n'y a pas de questions. Moi, j'aurais juste un tout petit commentaire, Patricia. La méta-analyse du Lancet 2022, là, en fait, les patients dans les deux groupes, ils avaient des scores de douleur qui étaient très faibles, en fait. Il n'y avait pas de différence, mais parce que finalement, cette méta-analyse, moi, la façon dont je l'analyse, c'est qu'elle montre que le pire de ce qu'on peut faire avec des opiacés, c'est-à-dire qu'on a donné des opiacés à des patients qui n'étaient pas douloureux, et donc ils n'en avaient pas besoin, et donc qui ont eu des effets secondaires, par contre, dans des proportions très importantes. Et donc, peut-être que le message, c'est ce que tu dis dans ta conclusion, mais si tu es d'accord, c'est que déjà, il faudrait quand même utiliser les opiacés chez les bons patients et au bon moment. Très juste, tout à fait, tu as raison. C'est notre utilisation et il faudrait justement qu'on s'intéresse un peu plus à ceux qui ne les utilisent pas. Et ces personnes-là, il n'y a pas de raison pour qu'ils sortent de l'hôpital avec une ordonnance, avec des opiacés, par crainte qu'ils auraient peut-être mal et qu'ils devraient peut-être les utiliser. C'est ce qu'ils font aux États-Unis parce qu'ils ont très peur que les patientes reviennent à l'hôpital, ils ont peur des plaintes, ils ont peur que les gens ne soient pas satisfaits. Puis les gens n'utilisent pas les comprimés. Et alors, il y a tous les faits mauvaise utilisation pour d'autres personnes et c'est tous les problèmes. Moi, je pense qu'il faut qu'on améliore encore notre utilisation, mais dans beaucoup d'endroits, je pense, beaucoup d'hôpitaux en Belgique, en France, en Europe, on essaye tout de même d'éviter que le patient sorte de l'hôpital avec une prescription, mais on devrait encore aller plus loin et comme je dis, parfois, des gens retournent à la maison, ça arrive même dans mon hôpital aussi fréquemment, avec un opiacé qu'on dit mineur. Allez, on va lui donner une prescription de tramadol, Pradonal, pour le cas où. Mais en réalité, ce sont des molécules extrêmement addictives et qui ont des effets secondaires. Et le patient n'en a pas besoin. Pas d'autres questions dans la salle? J'avais juste une interrogation quand même. Enfin, ou mettre en perspective par rapport à nos patients, effectivement, la responsabilité du prescripteur, vous la soulignez, par rapport à l'usage des opiacés. Alors, on fait beaucoup d'ambulatoires, les patients sortent, et c'est vrai qu'on est prescripteur d'opiacés. Et pour l'instant, moi, je rêve d'une chose, c'est d'avoir comme en sortie de salle de réveil, c'est-à-dire un score de White de la salle de réveil, avec plusieurs critères ventilatoires, hémodynamiques, de bien-être, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en perspective actuellement qui pourraient nous aider, un score pour justement permettre la prescription préparée à la sortie du patient, comme on le fait de plus en plus, dès la consultation où on fait des prescriptions, on anticipe sur une prescription d'analgésiques, d'opioïdes. Est-ce que vous avez des perspectives à nous donner là-dessus ? Ouais, je n'ai pas actuellement. Je pense que c'est une excellente question parce que c'est une réflexion qui a un intérêt majeur pour les prescripteurs et également pour les patients. Il n'y a pas de score. On a tous ciblé sur les patients qui allaient consommer énormément d'opiacés en post-opératoire. Ça, on le sait. Attention, ce patient prend des opiacés pré-op. Attention, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui catastrophise. Et les patients qui n'en ont presque pas besoin, on ne s'y intéresse pas et ils sortent avec une prescription pour le cas où. Et ça, je pense qu'on devrait cibler plus ces patients-là. Et alors peut-être des techniques non pharmacologiques qu'on devrait plus utiliser justement
pour encore renforcer les anti-inflammatoires, le paracétamol, pour sécuriser. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de score, je n'en ai pas vu, je n'en connais pas. Je ne sais pas si Hélène a une opinion là-dessus ou... Non, c'est à construire, effectivement. Non, j'ai pas d'idée, j'ai pas de réponse plus précise à apporter. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Patricia, pour ta participation à distance. Merci encore. Merci, avec plaisir, Hélène. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.